mais on ne permettrait pas à BBC, à cette journaliste-là, de faire ce reportage. Du lobby pro-rwandais. Il faut qu'il y ait réparation. Nous devons réclamer réparation. Naturellement. On en parlera. Terminons l'émission avec cet échec apparemment qui se consolide. Paul Diakessé, vous qui parlez toujours de la communauté internationale dans cette émission, ce qu'on a vu en République centrafricaine, c'est quand même épatant. Après Sangaris, il y a maintenant la mission des Nations Unies, dirigée par le Sénégalais, qui vient de suer quasiment à l'espace de quelques semaines seulement, beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes parce que M. Gay a demandé à ce que non seulement les anti-Balaka et même les ex-Seleka soient poursuivis, etc. Mais il y a des embuscades, on tire sur les forces, c'était des Tchadiens, maintenant c'est des Pakistanais, etc. qui tuent. Et on va au Mali, c'est encore pire, parce que le président Ibeka a demandé au Conseil de sécurité d'envoyer, comme en RDC, une force d'intervention rapide pour protéger à la fois les casques bleus, donc les militaires protégés par les militaires, et en même temps pouvoir changer des stratégies contre les islamistes là-bas. Comment expliquer que dans chaque coin où l'ONU intervient, on l'a vu même en Syrie d'ailleurs, sur le plateau du Golan, où on a pris en otage à peu près 45 soldats de l'ONU pendant un certain temps, il fallait des interventions au Conseil de sécurité pour qu'ils soient libérés. Comment expliquer cet échec souvent en Afrique des missions des Nations Unies, alors que les pertes qu'on voit aujourd'hui au Mali, la RDC avec plus de 10 ans, depuis 98 d'ailleurs, que la MONUSCO est au Congo, il n'y a jamais autant de pertes en peu de temps. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est l'amateurisme des troupes qu'on envoie? C'est le manque de stratégie des Nations Unies ou c'est tout simplement les solutions des facilités qu'on voit souvent aux pays africains mais qui ne marchent pas? Ajouter à cela, la disparition de 2 millions, c'est les 10 millions que la MONUSCO avait donné comme don. Oui. Un autre élément d'aujourd'hui, c'est que les en Centrafrique, vous voulez dire? En Centrafrique, nous sommes en Centrafrique. Oui, avec Dos Santos qui a donné gentiment et puis... il faut ajouter que les anti-Balaka aujourd'hui demandent pire mais simplement... La séparation. La démission de Mme Panza. Oui. Mais je crois qu'on peut simplement constater que la communauté internationale a échoué en Centrafrique. Et je pense que vous, il y avait des gens qui ne voyaient que le tapis rouge quand Hollande avait reçu notre président. Oui. En fait, la chaleur de la réception de notre président par Hollande, c'était lié au dossier. Donc c'était Hollande sentait l'échec de sa mission. L'échec, parce que il y avait deux personnes qui voulaient prendre la Centrafrique comme étant leur domaine. C'était Sassou Nguesso du Congo-Brazza, qui donnait de l'argent pour payer les fonctionnaires, mais également Idriss Déby, qui est très influent compte tenu de... Qui avait déployé quasiment beaucoup de bataillons là-bas. À travers le Sahel, oui. Mais aussi c'est lui qui est faiseur de roi. Toutes les rébellions qui ont abouti en Centrafrique, c'est avec la bénédiction de... La France. Du Tchad. Du Tchad. Oui, ça, toutes les rébellions venaient du Tchad. Patassé, Bozizé, jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut dire ici que Bozizé, on n'en parle pas. Alors si on avait reçu notre président, là, ça j'ai dit ça en sourdine, c'est parce que notre président est très lié à Bozizé. Vous savez que Bozizé l'a aidé pour livrer Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est un adversaire acharné pour Kabila. Le fait de l'avoir aidé de s'en débarrasser, ça on n'oublie pas de tels cadeaux. Donc pour rien, Kabila ne lâchera Bozizé. Et d'ailleurs, beaucoup de sources disent que juste après son départ de Centrafrique, il était à Kinshasa pour beaucoup de temps. Ça, je ferme la parenthèse rapidement. Alors revenons à... Ça, c'est source Paul Diakessé. Des sources crédibles, bien informées. Bon, continuons. L'échec, pourquoi il est là? Parce que la France n'a pas assuré les services après-vente. Parce que c'est la France, en fait. Comme en Libye, d'ailleurs. Comme en Libye. Oui. En fait, c'est la France qui a sauvé un peu le régime centrafricain. Parce que si la France n'était pas intervenue, on ne sait pas là où on sera aujourd'hui. Mais Jean-Marie, citez-moi un pays au monde où l'ONU a réussi. L'ONU n'a jamais réussi à aucun pays au monde. Je prends des cas comme le Liban, qui est toujours en guerre aujourd'hui, Sahara occidental, Timor oriental, et même en Côte d'Ivoire, devant les yeux de l'ONU, le pro-Babo et le pro-Ouattara s'est massacré entre eux. L'ONU n'a rien fait. Et même les cas le plus patent dans notre pays, parce que notre pays
reçoit la mission onusienne la plus importante de l'histoire, du point de vue nombre de militaires, des casques bleus, mais aussi du point de vue financier, parce que c'est chaque mois que l'ONU consomme 1 million de francs congolais. Malheureusement, de dollars plutôt. Oui. Malheureusement, nos enfants et nos petits-enfants perdent cette dette-là et on ne voit pas sur le terrain ce que le casque bleu de l'ONU font. Donc, il ne faudra pas attendre cela. Et le cas du Mali, vous pouvez comprendre qu'au nord, on tue le casque bleu étranger pendant que le militaire malien, c'est pavant dans les rues de Bamako. Donc, lorsqu'on vous lave, on vous lave le dos. Mais ne demandez pas la même position de vous laver le ventre. Quand on vous met de l'eau au dos, vous lavez votre ventre. Et c'est comme ça qu'on assiste à cet échec patent, et en Centrafrique et au Mali, de l'Union internationale. Mais je n'ai pas fini, Jean-Marie. Alors clôturez. Non, il peut parler. Soyez démocrate. Bienvenue. Jean-Marie, vous constatez, moi j'aimerais plus aborder la question par le bout de mon pays, la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui on parle encore de l'ONU, on parle de la brigade, on parle de tout ce monde, c'est parce que en République démocratique du Congo, il y a une volonté de vaincre. C'est pourquoi ici, on n'a pas enregistré autant de morts qu'on enregistre en Centrafrique, tout comme chez les casques bleus. Chez les casques bleus. Les nombres de morts, les grands nombres de morts, c'est parmi les militaires congolais. Il faut qu'on se le dise. La traque de Adef Nalou a coûté très cher à la République. Donc, autrement dit, les forces de la MONUSCO ne combattent pas. Mais ils ne viennent qu'en appui. Et c'est comme ça que le Congolais est déterminé, à tel point que l'ONU s'est dit, nous risquons d'être discrédités. Qu'on y aille quand même. Ils mettent la brigade en place pour venir soutenir la RDC. Et même alors, c'est toujours les militaires congolais qui meurent le plus. Toujours les militaires congolais. C'est-à-dire que dans les autres pays où se déploie l'ONU, ça ne peut que ne pas réussir. D'autant plus que les pays pourvoyeurs de troupes se disent, nos gens vont là-bas, ne vont pas là-bas pour les Pakistanais, Ah oui, ils viennent pour le tourisme, rien de plus. Ils ne vont pas pour y mourir. Mais ici, les Congolais déterminés à mouiller la chemise, à donner de leur sang, on voit que la MONUSCO est obligée, à quelquefois, de se déployer aussi pour soutenir les militaires congolais. Donc, n'attendez pas des miracles en Centrafrique, encore moins au Mali, d'autant plus que de ce côté-là, Paul l'a dit, les militaires se préparent à Bamako au lieu d'aller au front. Avec des 4x4 dans des Nganda. Oui. Jean-Marie Kassamba, un petit exemple. Vous avez 10 enfants, des vaillants qui combattent bien, qui sécurisent votre maison. Et lorsque le voisin vous appelle pour un secours, vous allez envoyer parmi ces 10 qui vous sécurisent, vous allez lui envoyer ceux qui ne marchent pas bien pour le livrer à la distraction. Ah non, c'est ça le système des Nations Unies. Vous ne pouvez pas envoyer ceux qui vous sécurisent bien. Vous envoyez les faibles qui peuvent aller le livrer à la distraction, mais vous devez vous rassurer. Les Sri Lankais, les Pakistanais. C'est pour dire que ceux que l'on envoie toujours au secours dans un état donné, ce sont les maillons faibles. Et ceux qui tuent ce système-là des Nations Unies d'envoyer, je ne sais pas moi, l'ONU, la MONUSCO, ceci, c'est du business. Ces gens-là viennent pour couvrir la dette odieuse, que beaucoup de pays en relations internationales arrivent à contracter. C'est tout un paradigme. Mais vous vous rendrez compte que pour comprendre bien ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en République centrafricaine, il faut partir, comme mon ami bienvenu Marie Bakoumania l'a fait, de l'exemple en République démocratique du Congo. J'ai toujours démontré noir sur blanc que lorsque la ville de Goma tombait aux mains des rebelles, c'était avec, je ne dis pas sous l'observation, mais avec l'accompagnement des chars de la MONUSCO. Qui faisait quoi? Qui n'allait pas vers les frontières avec le Rwanda pour sécuriser le territoire congolais, mais qui rentrait à Goma avec les M23 derrière. Pas derrière, mais au même, côte à côte, en train de marcher. Je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce que ces gens de la MONUSCO étaient en train de faire. Et malheureusement ou heureusement, vous vous rendrez compte que lorsque la fureur de vaincre des FARDC est venue à mettre fin au M23, malgré les gesticulations des uns et des autres sur le fait que cette victoire-là n'était pas
FARDCienne, mais elle était onusienne. Aucun officiel de la MONUSCO ni de l'ONU n'a osé dire que c'était une victoire de la MONUSCO. C'est pour dire que nous pouvons pérorer, mais le seul conseil que nous donnons au Mali et à la République centrafricaine, c'est de prendre l'exemple de la RDC pour que ces gens-là aient honte et fassent un semblant d'accompagnement. Sinon, ils ne feront rien. Ce sont des businessmen qui viennent chercher à boire et à manger dans nos pays. Et une seconde. Mais rapidement, vous savez, au niveau du Centrafrique, il se pose un problème. Depuis longtemps, ils n'ont jamais une armée. Ce sont des gentlemen, comme je l'ai dit tantôt. Au Centrafrique, vous trouverez quelqu'un qui n'a pas fait l'école, il vous parle français. Oui. Donc, il se pose un problème d'armée. Vous allez au niveau de Somalie, c'est un peu... pour la communauté internationale, l'expérience somalienne... Non, on parle du Mali. L'expérience somalienne. Oui. Avec les USA qui sont partis. Oui. La peur, c'est quoi aujourd'hui qu'on assiste, n'est-ce pas, ce qu'on a connu, n'est-ce pas, au niveau du Somalie. L'humiliation. Où on a la communauté était humiliée. On a traîné les cadavres des soldats américains. Alors, c'est cette peur-là. Oui. D'où j'ai rejoint mon confrère, n'est-ce pas, Harold. C'est comme ça que j'ai dit au début, au niveau du Centrafrique, se pose un problème n'est-ce pas, de l'armée. Je crois que l'échec puissant qu'on constate et au Centrafrique et au niveau, n'est-ce pas, du Mali est lié, n'est-ce pas, à la présence d'une armée nationale. C'est ça, en fait. Et qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Donc, j'aimerais citer pour dire que revenons, n'est-ce pas, aux idéaux de Kwame Nkrumah, qui voulait à tout prix qu'on ait un États-Unis d'Afrique. Le panafricanisme. Si nous restons dans le contexte de Kwame Nkrumah, nous allons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va très rapidement te laisser la place au journal et signaler que cette émission sera suivie également en radio, sur Radio 50, qui est déjà opérationnelle sur les 96.2. Donc ici, à Kinshasa, partout à travers le monde, via tous les moyens nécessaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir et surtout en décortiquant l'actualité comme vous aimez bien. Bon week-end à tous.